J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thierry Demonceau, qui est responsable des opérations et de la transformation pour la cardiologie hospitalière, et François Chazal, qui est coach agile donc chez Octo. Et je suis moi-même en charge de la practice Life Science chez Octo. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour un retour d'expérience qui consiste donc à exposer des bonnes pratiques, et donc ce retour d'expérience sur la mise en place de l'agilité au sein donc d'un cadre non IT, avec un focus sur la visite médicale. Et donc, pour ce faire, je vous propose, s'il vous plaît, je vais vous inviter donc, de couper vos micros et également vos caméras pour une question de bande passante. Également, vous avez vu qu'il y a un chat. Nous invitons à poser vos questions directement dans le chat. Et à l'issue de la présentation, nous y allons bien sûr y répondre. On prendra le temps d'y répondre. Donc, je passe la main directement à François et Thierry. À vous. Merci Olivier, bonjour à toutes et tous. Donc, pour ma part, c'est François Chazal, donc je suis coach Lean Agile chez Octo depuis 2016. J'ai eu l'occasion lors d'une mission passée de travailler, et qui n'est toujours pas finie d'ailleurs, toujours en cours, de travailler avec Thierry Demonceau, si présent. Thierry, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Thierry Demonceau, je suis vétérinaire de formation. Je travaille depuis un peu plus de 10 ans au sein du groupe Bayer, et depuis 3 ans, je travaille au niveau de la business unit médecine générale et plus spécifiquement de l'entité cardiologie. D'abord comme responsable des ventes sur la zone Grand Est, et puis depuis quelques mois comme responsable des opérations et de la transformation, et en particulier de la transformation de nos activités vers le digital. Merci Thierry. Et donc, comme le disait Olivier en introduction, donc nous avons échangé sur un retour d'expérience par rapport à une mission que nous avons réalisée au sein de Bayer. La présentation va durer une 40aine de minutes, à la suite de laquelle nous aurons une 20aine de minutes d'échange de questions-réponses. Donc, comme disait Olivier, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat si vous avez des questions d'ici là. Nous allons briefer à peu près 6 étapes du contexte général dans un premier temps. Ensuite, pourquoi l'agile dans ce contexte-là. Puis, la définition de la stratégie, écouter, s'adapter, les premiers résultats, et on finira par quelques takeaways que vous pourrez ramener avec vous. Tout d'abord, regardons un peu le contexte général, histoire de vous donner un minimum de visibilité sur le contexte dans lequel nous avons réalisé cette mission. Donc, Thierry, je te laisse nous présenter. Oui, alors notre équipe Bayer Cardiologie est une équipe tout à fait classique en matière de visite médicale. Donc, nous intervenons dans la cardiologie, dans l'ère thérapeutique des anticoagulants, avec un produit phare qui a pour vocation d'intervenir sur 2 axes pathologiques majeurs, que sont la fibrillation auriculaire et ses conséquences, en particulier la prévention des AVC, et puis de l'autre côté, les thromboses veineuses profondes et leurs conséquences fatales, potentiellement l'embolie pulmonaire. Donc voilà les deux champs d'action thérapeutique. Nos clients sont essentiellement des cardiologues et des phlébologues, que nous rencontrons avec nos équipes terrain, soit en ville, soit à l'hôpital. Donc, nous avons des équipes de visiteurs médicaux spécialisés. Une partie des visiteurs sont dédiés à l'interaction avec les médecins, les spécialistes en ville, et l'autre partie interviennent sur les centres hospitaliers. Et l'organisation est elle aussi très classique, avec un comité de direction de l'entité cardiologie, et puis des responsables régionaux, donc nos managers terrain qui encadrent des équipes de visiteurs médicaux, visiteurs spécialistes ville et visiteurs hospitaliers, tous répartis en région. Voilà une organisation extrêmement classique que vous retrouvez dans à peu près tous les laboratoires. Donc, le métier de nos visiteurs médicaux, c'est d'interagir avec les professionnels de santé pour leur délivrer de l'information utile et pertinente sur le bon usage de notre médicament. Tout à fait. Et donc, voilà le périmètre sur lequel nous avons intervenu. Et donc, c'est en effet sur les équipes de vente auprès desquelles nous avons essayé de pousser
les questions d'agilité. Et alors la question, c'est pourquoi l'agilité? Tout le monde imagine, tout le monde a l'habitude de parler d'agile dans le monde de l'IT, dans des structures de développement de logiciels, hein, sauf que l'agilité peut aller beaucoup plus loin que ce cadre-là, même si ce sont ses origines en fait. Et donc Thierry, je te laisse nous présenter pourquoi est-ce que ça a apporté, pourquoi est-ce qu'on pensait que ça pouvait être utile pour ce métier. Oui, alors pourquoi c'est important? Pour deux raisons majeures. La première raison, c'est que le métier de visiteur médical est en profonde mutation. À la base, c'est un métier plutôt solitaire, mais dans nos activités, compte tenu de la répartition des rôles et des messages qui doivent être portés à la fois par les visiteurs médicaux et par les autres services de l'entreprise, nous avons de plus en plus besoin de coopération, de collaboration entre les services, que nous appelons des activités transverses. Nous faisons par exemple intervenir des spécialistes médicaux qui vont répondre à des questions très techniques et très scientifiques de la part des professionnels de santé. Nous avons également des collaborateurs qui organisent des événements et qui interviennent sur des projets que nous appelons des projets institutionnels. Donc l'ensemble de ces acteurs-là doivent agir de manière collaborative. Il faut de plus en plus rechercher du sens. Nous avons une présence sur ce marché des anticoagulants depuis plus de 10 ans. Donc, il ne s'agit plus uniquement de répéter les messages que la plupart des médecins maintenant connaissent sur notre produit, même si nous le faisons régulièrement, c'est toujours important. Mais nous avons surtout besoin de répondre aux attentes des professionnels de santé. Et ces attentes sont de plus en plus diversifiées et nous obligent à réfléchir sur le sens de l'action de nos visiteurs médicaux. Les approches elles-mêmes sont nouvelles, de plus en plus de multidisciplinarité et un travail en mode projet qu'il fallait essayer d'organiser à la mesure de ce que les visiteurs médicaux peuvent faire pour passer d'un métier solitaire à un métier collaboratif. Et puis de plus en plus de retours d'expérience, et en particulier dans le cadre d'une crise sanitaire qui a accéléré ces mouvements de mutation, qui a supprimé pendant quelques semaines au printemps dernier les interactions directes. Ça a été un grand choc pour toutes nos équipes de se retrouver brutalement obligés de rester à domicile. Il a fallu acquérir de nouvelles pratiques pour à la fois dialoguer entre nous et manager nos équipes avec l'aide des outils digitaux que vous connaissez tous et que nous utilisons ce jour même, mais également mettre ces techniques de communication digitale au profit de la relation entre les visiteurs médicaux et leurs professionnels de santé. C'est ce que nous appelons le multicanal, l'utilisation de l'ensemble des outils à notre disposition pour interagir avec les médecins. Les feedbacks sont de plus en plus rapides, de plus en plus d'interactions digitales, de plus en plus d'emails envoyés par le marketing sous contrôle des visiteurs médicaux aux médecins. Eh bien, cela génère des informations de plus en plus fréquentes et détaillées sur ce qu'attendent réellement nos professionnels de santé et ce qui les intéresse. Donc, il faut mettre tout ça en musique et s'en servir pour faire évoluer nos services et les informations que nous délivrons. Donc, le visiteur médical se retrouve un petit peu comme le chef d'orchestre de l'utilisation de ce multicanal sur son secteur d'activité, et il faut qu'il apprenne à mettre l'ensemble des outils à sa disposition en musique pour produire la plus belle symphonie. Merci. Et donc, en effet, comme vous voyez, le métier du visiteur médical est en changement, en transition, et l'agilité pouvait leur apporter justement des valeurs. Mais alors, en effet, l'agilité par rapport à tout ça, l'agile, il se confronte très rapidement dans les métiers non IT face à sa perception. Déjà dans les métiers IT, il y a une perception que le top management, le middle management peut avoir de l'agilité comme étant une façon de changer les priorités, d'évoluer, de s'adapter très rapidement, qui peut parfois prêter à interpréter l'agile comme étant une mode de jonglage par rapport aux priorités et aux actions. L'agile, c'est pas ça, même c'est pas ça du tout, même si c'est vraiment dans une logique d'adaptation et de gérer le changement et l'adaptation le plus souplement possible. Et donc l'agilité se confrontent très fréquemment dans les métiers non IT face à la perception que ces métiers non IT peuvent en avoir du fait de la discussion qu'ils ont eue avec d'autres équipes qui sont passées, elles, en agile et en général dans les équipes techniques.
Donc, cette perception, on doit déjà s'y confronter. C'est d'ailleurs un élément qu'on a commencé à discuter avec Thierry dès le départ sur quelle est la perception qu'ils en ont et quels sont les a priori qu'ils peuvent en avoir avant même de commencer. Un des premiers a priori, surtout à bien avoir en tête, c'est que l'agile, ce n'est pas Scrum. Le Scrum a beau être une méthode d'agilité qui est déployée dans les équipes techniques principalement de manière très générale. C'est 80% à peu près des équipes IT qui travaillent en Scrum ou dans des logiques de Scrum-like. Mais l'agilité, ce n'est pas Scrum. L'agilité, c'est principalement un changement d'état d'esprit. Un changement d'état d'esprit par rapport aux problématiques, par rapport aux opportunités qu'on peut avoir. Et donc, l'agile, c'est vraiment dans cette logique d'appeler à un changement d'état d'esprit, un changement de regard, et donc de perspective par rapport à l'appréciation des difficultés, l'appréciation d'une situation, ne pas la voir que de son point de vue, essayer de la voir d'un autre point de vue et de se dire on peut gérer cette problématique différemment à travers une autre façon de percevoir les choses. C'est une approche qui est pleine de bon sens, une approche qui a l'humain au cœur. Vraiment, cette réflexion sur l'humain était essentielle pour Bayer et on a vraiment insisté sur cette dimension-là. L'humain est vraiment au cœur de la réflexion sur l'agilité, aussi bien dans la réflexion du problème que dans la réflexion de la mise en place des solutions et de la mise en place de l'organisation qui va autour. On essaye d'intégrer les gens et de faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer et s'approprier les sujets et être alignés avec les objectifs que l'on cherche à atteindre. Et c'est une approche qui cultive la confiance et la transparence, qui sont vraiment le reflet l'un de l'autre. Il n'y a pas de confiance sans transparence et la transparence renforce la confiance. Donc, on est vraiment sur le côté pile et face de la même pièce. Et ça, c'est un élément qui est vraiment à comprendre et c'est vraiment les éléments qu'on a distillés très, très tôt. On va y revenir dans la stratégie initiale. On les a distillés très, très tôt au niveau du CODIR. On commence par les éléments dirigeants pour bien qu'ils aient conscience de ce qu'est l'agile et qu'on casse très rapidement les a priori et les premières idées qu'on pouvait avoir par rapport à l'agile. Donc, c'est vraiment une façon de penser qui cultive la confiance et la transparence et qui va aider les équipes à se focaliser sur la livraison rapide de valeur tout en ne pas, sans pour autant minimiser la confirmation des choix des hypothèses. La confirmation des choix des hypothèses est essentielle pour tester rapidement, s'améliorer et expérimenter rapidement nos hypothèses. À partir de quoi, sur ces éléments de base, nous avons commencé par codéfinir une stratégie. Une première stratégie, et donc, comme je disais, on a commencé par le top management. Il faut commencer par la tête pensante de l'organisation pour essayer de leur distiller ces messages-là et essayer au maximum, le plus vite possible, de réorienter les a priori, les perceptions qu'ils pouvaient avoir de l'agile et amener surtout les éléments de changement qui vont devoir avoir lieu au niveau du management. La première étape est donc en effet de clarifier les messages et de s'aligner sur les objectifs. Donc, la première étape qu'on a eue avec l'aide d'Olivier, qui a introduit cette session, ça a été de venir partager nos convictions aussi au niveau du top management. Le principe, c'est on amène un changement d'état d'esprit par la pratique. Ça ne sert à rien de vouloir faire des changements d'état d'esprit par des présentations, des grandes conférences, des grands messes où on va passer 2 heures, 3 heures, voire 2 jours de formation en chambre sur lesquels on va parler de l'état d'esprit agile. Ça peut être un bon démarrage, mais l'état d'esprit agile, il doit s'expérimenter par la pratique pour devenir une pratique du quotidien. Sinon, ça restera de la théorie, des bonnes idées, peut-être, du bon sens, très théorique et inapplicable. Et d'ailleurs, c'est les premiers retours, on y reviendra, ça fait partie des retours immédiats que nous ont fait les équipes, qu'on avait déjà anticipés. Et enfin, une fois qu'on a partagé nos convictions en tant que groupe de conseil, cette question de c'est quoi la clarification de nos objectifs. Quels sont nos objectifs? Et donc, l'idée, c'est de faire évoluer les modes de travail dans le cadre d'un projet adapté aux méthodes agiles. Donc, vraiment, cette idée de donner une impulsion sur la théorie sans obligatoirement, mais très rapidement, mettre le main dans le cambouis pour essayer d'apprendre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme le dit le proverbe. Donc, vraiment d'apprendre par la pratique et pour éviter au maximum toutes les théories
et toutes les bonnes pratiques qui viennent d'un monde extérieur, mais qui ne sont pas applicables dans un contexte spécifique des visiteurs médicaux ou d'autres contextes spécifiques métiers qui ne sont pas de l'IT. Donc, les bonnes pratiques de l'IT doivent être prises avec des pincettes et adaptées au cas par cas. Et pour faire ça, il nous faut identifier des équipes qui font sens, pour la simple raison que l'agilité, ça tourne obligatoirement au niveau d'un état d'esprit d'équipe. C'est une équipe qui va essayer de se focaliser sur un sujet. C'est des individus qui doivent être motivés, qui ont du sens à travailler ensemble et qui ont une disponibilité minimum pour ce faire. S'ils n'ont pas cette disponibilité minimum, en fait, ils n'arriveront pas à réaliser rien que la base, qui sont les rituels, donc juste les éléments de synchronisation, d'alignement, de prise de décision. Et donc, à la fin, ils ne peuvent pas réaliser quoi que ce soit. C'est une équipe qui a des actions motivées par un objectif clair, que l'on va clarifier avec une vision partagée au sein des membres de l'équipe, et des résultats clés qui sont mesurables et partagés. Donc ça, c'est des éléments qu'on a partagés très très tôt au niveau du top management pour bien se demander c'est quoi la dimension qu'on veut essayer de mettre en œuvre, c'est quoi les équipes dont on est en train de parler, à quel niveau on peut essayer de mettre ça en place par rapport à l'organisation que nous présentait Thierry préalablement, c'est-à-dire une répartition entre une business unit entre une business unit dirigée par un CODIR et des régions organisées en équipe, enfin en sous-entités. Qui a des rituels d'alignement et qui cultive évidemment la transparence aussi bien à l'intérieur de l'équipe. Par rapport à des personnes qui travaillent en solitaire, c'est des choses qui avaient l'habitude de travailler en mode solitaire, c'est quelque chose qui change pas mal leur mode de fonctionnement, mais aussi et surtout par rapport à l'extérieur de l'équipe pour garantir qu'on va pouvoir les aider à obtenir de la valeur, à apporter de la valeur aussi bien aux clients qu'à l'entreprise. Hop là, j'y arrivé. Et pour ce faire, on parlait justement d'un objectif. Oui, on a travaillé beaucoup au début de ce projet, c'est-à-dire entre la fin de l'année dernière et le mois de janvier, sur la définition de notre objectif en tant qu'équipe de direction. Et nous avons quelque part, dans une forme de mise en abîme, nous avons nous-mêmes travaillé en mode agile en réfléchissant sur cet objectif, en faisant en sorte qu'il soit ambitieux pour l'équipe, qu'il soit réalisable de manière itérative et incrémentale, et on y reviendra sur ces deux paramètres essentiels de la méthode agile, le côté itératif, le côté incrémental. Il fallait également que nos équipes puissent s'approprier cet objectif et l'adapter à leur contexte local, tout en garantissant que les adaptations locales s'intègrent bien dans la stratégie nationale et ne génèrent pas un surcroît de travail, mais au contraire permettent d'organiser et de donner du focus aux actions locales entreprises. Donc voilà comment nous avons travaillé sur la définition de cet objectif. Ça a été fait en amont de la communication des équipes, et notre objectif vis-à-vis de l'équipe était d'embarquer le maximum de collaborateurs terrain dans cette méthode agile. Et on s'était dit, voilà, avec un peu de réussite, on arrivera à entraîner au moins la moitié de nos équipes terrain dans cette démarche. Et pour ce faire, on avait aussi imaginé dès le départ le fonctionnement que nous souhaitons mettre en œuvre, un fonctionnement cible. Donc vraiment dans cette logique, au niveau du CODIR, on définit l'objectif national sur lequel on veut appliquer des projets, les initiatives des équipes. Puis il y a une déclinaison au niveau régional qui se met en œuvre. Et après, on essaye de donner l'attitude aux équipes régionales. Donc nous allons définir pour travailler sur des initiatives, donc des petits projets à ambition à timing court, sur lesquels ils peuvent travailler sur un rythme mensuel, au cours desquels ils auront des revues avec leurs managers pour leur permettre de réaligner et d'amplifier ou d'arrêter potentiellement si on se rend compte que les résultats sont pas, ou que les efforts à déployer sont trop importants, que les résultats ne sont pas atteints. Donc voilà cette réflexion qu'on a eue derrière. Et à partir de cette réflexion qu'on a partagée très très tôt au niveau du CODIR, c'était dans les 15 premiers jours de la mission, donc ça a été vraiment très rapide en termes de déploiement. La deuxième étape, ça a été de sensibiliser les managers terrain. Déjà, dans un premier temps, il faut bien concevoir que les managers sont clés pour faire de l'agilité un succès. En général, les transformations agiles, elles échouent
du fait du mid-management qui a été mal accompagné parce que les comportements managériaux sont inadaptés à la mise en pratique de l'agilité. L'agilité nécessite de l'autonomie, de la confiance, de la transparence et une culture du droit à l'erreur, de l'essai-erreur sur des cycles courts. Évidemment, ce n'est pas un droit à l'erreur sur des cycles longs, parce que sinon ça peut être dramatique, mais vraiment sur des cycles courts. On peut se tromper avec des cycles courts à partir du moment où on est capable de réorienter, la vapeur si on se rend compte qu'on ne va pas dans la bonne direction. Donc vraiment le management en priorité, et ça on l'avait bien en visibilité, et avec un accompagnement des managers qui se fait sur 3 piliers principaux. Tout d'abord, l'état d'esprit et l'équipe agile, donc vraiment une partie très théorique sur l'état d'esprit, comment ça veut dire. Donc tous ces éléments que j'ai distillés très rapidement au début, mais une vraie session sur l'état d'esprit et qu'est-ce que c'est qu'une équipe agile, comment elle fonctionne, pour qu'ils en aient conscience. Un deuxième pilier qui est sur la partie du manager agile, en quoi est-ce qu'il y a des changements dans la gestion du management dans l'agilité à partir du moment où on a des équipes qui travaillent en agile en dessous de nous. Et enfin, à partir d'un troisième pilier qui se distillait plutôt dans le temps sur des ateliers et du coaching qu'il fallait mettre en place a posteriori pour les aider à gérer ça dans le quotidien. Et enfin, la troisième étape, une fois qu'on a pu partager ça avec les managers terrain, ça a été d'identifier et préparer des relais locaux. Déjà, pour une raison simple, c'est que le contexte dans lequel nous avons travaillé, on a œuvré dans un contexte de Covid, c'était en tout début d'année 2021, avec des personnes qui sont en remote, avec des gens qui travaillent, comme on vous disait tout à l'heure, en solitaire, donc un peu éparpillés sur la France. Pas la possibilité de se retrouver, même si on voulait le faire, c'était juste impossible du fait des contraintes sanitaires. Donc, un fonctionnement en remote only, une absence de support physique pour nous aider à mettre des éléments visuels pour travailler ensemble au niveau des équipes, des équipiers qui sont tous sauf digital natifs, hein, les pyramides des âges dans les visiteurs médicaux on est entre la trentaine, peut-être la fin de vingtaine et la fin de cinquantaine, donc on a vraiment Attention à ce que tu vas dire, François. Je ne dis rien. Mais on a vraiment une pyramide des âges qui est large. Donc, résultat, on ne peut pas considérer qu'on travaille avec uniquement des jeunes vingtenaires qui ont l'habitude des outils digitaux et un nombre de participants très important. Le résultat, c'est qu'il a fallu donc bien gérer cette complexité. Et pour ce faire, la meilleure solution, c'était mettre en place des relais locaux pour gérer cette complexité. Donc, le comité directeur, les responsables régionaux, et puis on a, dans les équipes qu'on a pu identifier, qui sont des équipes agiles, donc de petite taille, on a essayé de définir pour chacune de ces équipes-là ce qu'on a appelé un agilitateur, donc un facilitateur dans les méthodes agiles, et qui pouvait aussi bien servir de facilitateur sur les méthodos et l'ensemble des ateliers qu'on leur a demandé, qu'on va leur faire réaliser, et aussi un relais avec le coaching, pour pouvoir remonter et distiller le point de vue de ce qui se passe au niveau de l'équipe et aussi au niveau des outils techniques. Donc, c'est une équipe qui est organisée autour d'un agilitateur qui est un membre d'équipe à part entière, qui est là, comme je disais, pour modérer l'idée et le déroulé d'un séminaire, vu qu'on a fait un Big Bang séminaire quand même pour mettre une date de lancement de cette expérimentation, pour accompagner les équipes dans l'usage des outils, demander le soutien au coach et réaliser durant les ateliers la mise au propre des différents éléments pour garantir qu'on ait bien un support visuel sur lequel l'équipe puisse se focaliser au fur et à mesure de l'atelier. Donc, c'est vraiment une personne clé qu'on a identifiée très, très tôt et qu'on a donc formée spécifiquement, préalablement à un séminaire. Et à partir de là, on avait tous les éléments, tous les ingrédients qui nous permettaient de réaliser le séminaire. Un premier séminaire donc réalisé sur 2 jours qui a pour objectif de s'organiser en équipe et de définir comment mettre en marche les équipes. Le tout autour d'une priorité d'équipe qui est définie avec le manager terrain. Donc, c'est vraiment cette réflexion, vision au niveau du national, puis une décomposition au niveau des objectifs régionaux par équipe. Et après, l'équipe dans du séminaire travaille pour s'organiser et définir comment se mettre en marche. C'est tout ça à réaliser autour de 2 jours et 6 ateliers. Une première journée qui est vraiment sur l'objectif de définir le périmètre sur lequel l'équipe veut travailler à travers un partage de l'horizon connu de ce qu'ils ont à réaliser. Donc déjà, un premier atelier sur définir la vision de l'équipe, parce que c'est des personnes qui, bien que se connaissant, n'ont pas l'obligation de travailler ensemble et n'ont pas obligatoirement travaillé ensemble par le passé. Donc vraiment définir quelle est notre vision d'équipe, nous en tant que visiteurs médicaux et agrégés, quelles sont les initiatives sur lesquelles on pourrait travailler par rapport aux objectifs qu'on a discutés avec notre manager,
Et enfin, par rapport à toutes ces initiatives qu'on a pu identifier, quelles seraient celles qui font sens, qui seront prioritaires par rapport aux réflexions que l'agilité nous pousse à réfléchir. À partir de quoi, fin de première journée, petite discussion avec le manager si besoin, et deuxième journée qui commence plutôt pour définir le plan d'action. Donc, c'est vraiment, on lance la fusée lors du deuxième jour, avec un découpage de là où des initiatives prioritaires identifiées, une planification telle que le fait l'agilité, donc vraiment une planification où on va se focaliser sur le temps court, tout en se gardant une visibilité sur le temps long. Et enfin, l'organisation, donc la mise en place de tous les éléments qui vont nous permettre de travailler efficacement, sans se perdre de vue, et pour remettre à jour notre planification régulièrement avec l'aide du manager. Le tout organisé autour d'équipes qui sont autonomes. Donc vraiment, cette logique, on a les agilitateurs avec leur équipe, leur petite équipe, qui chacun ont le numéro de téléphone, les moyens de contacter un coach. Il y avait 4 coachs pour gérer l'intégralité de ce séminaire et qui passaient d'équipe en équipe et qui pouvaient être interrompus en temps réel par un coup de téléphone de la part d'un coach, d'un agilitateur qui avait besoin d'une aide supplémentaire dans le cadre de son équipe. Et surtout, élément essentiel, un séminaire qui est réalisé avec une présence extrêmement limitée des managers terrain. Vraiment, les équipes étaient livrées à elles-mêmes après avoir eu une première étape de discussion avec les managers durant le mois de janvier sur les priorités sur lesquelles elles allaient se focaliser. Mais ce séminaire se devait se faire avec des managers très peu présents, uniquement présents en cas de demande de la part de l'équipe. Donc, si l'équipe est vraiment perdue, ou dans les fins de journée pour vraiment vérifier l'alignement et début de deuxième journée où ils présentaient un peu ce qu'ils avaient fait lors d'un petit café pour vérifier le feedback du manager. Voilà. Donc, vraiment une présence très limitée des managers terrain. Et un séminaire comme démarrage d'une méthodologie, donc vraiment dans une logique, le séminaire tout au début, puis après, dans une vision vraiment à 6 mois, donc les objectifs, les initiatives étaient sur une vision à 6 mois, essayer de travailler de manière mensuelle avec des revues de fin de mois où on va décider avec le manager si on doit arrêter, amplifier, adapter nos initiatives par rapport au retour que l'on a pu avoir sur le terrain, sur des expérimentations, des tests, des premières mises en application, même très frugales de nos solutions. Et tout ça dans le cadre, comme je disais, d'un fonctionnement ritualisé. Donc, chaque mois se découpe sous ce format-là, à peu près, qui est toujours le même, qui peut rappeler un peu par aspect une proposition que propose Scrum, par exemple. C'est vraiment une planification initiale, une synchronisation d'équipe qui a lieu à peu près une fois par semaine et une présentation, une codécision à la fin du mois. Donc, ça ressemble un peu à un sprint d'un mois, mais en allégé et en adapté par rapport à ce qui fait sens, par rapport à des personnes qui n'ont pas l'occasion ni la possibilité de se retrouver plus qu'une fois par semaine et sur des projets qui sont plus complexes à faire évoluer que des projets informatiques. Voilà. À partir de quoi, on a dû écouter et s'adapter. Là, on avait mis en place toute la partie du séminaire et à la fin du séminaire, la première réaction qu'on s'est dit, c'est maintenant on pose les stylos et on va écouter comment l'organisation réagit par rapport à ce qu'on vient de faire. On a travaillé pendant 1 mois et demi tous ensemble à préparer tout ça, à faire mûrir les états d'esprit, les façons de penser. Maintenant, comment est-ce que l'organisation réagit par rapport à ça? Et la première chose qu'on disait, comme disait Thierry, c'est un peu une mise en abîme. C'est-à-dire qu'on a appliqué l'état d'esprit agile au changement lui-même. C'est vraiment, on s'est dit, plutôt que d'aller plus loin dans ce qu'on avait commencé à identifier, là, on pose les stylos, on veut récupérer un feedback de l'organisation pour ensuite adapter, amplifier, modifier notre énergie. Oui, donc on s'est mis nous-mêmes en mode rituel avec des points bi-hebdomadaires avec François, très souvent le responsable de la business unit, un membre du comité de direction, moi-même ou un de mes collègues, notre coach interne chargé de la formation des équipes qui a beaucoup contribué à la mise en forme de tout ce projet, et puis de temps en temps des référents des managers terrain. L'objectif était à chaque fois d'identifier et de co-définir nos priorités d'intervention, ce qu'on pouvait faire pour améliorer le process en temps réel, et puis les points d'attention en fonction des remontées des uns et des autres et des besoins ponctuels qu'on devait traiter. Donc voilà, de janvier à aujourd'hui, quasiment un rendez-vous bi-hebdomadaire pour avancer sur cette méthode.
Au passage, il est important de noter que dans cette démarche agile, le feedback de l'utilisateur est extrêmement important. Donc, nous avons bien entendu reçu un certain nombre de retours via différentes sources. Le retour des coachs, par exemple, pendant le séminaire, qui a été extrêmement riche et qualitatif. Les débriefs avec les managers terrain à l'issue des 2 journées de séminaire, et puis également des formulaires que nous avions mis à disposition de nos équipes et de leurs managers via Teams pour recueillir des informations quantitatives et qualitatives sur la manière dont ce séminaire avait été perçu. Donc au total, ce qu'il en ressort, c'est que l'impulsion a été bonne, malgré peut-être des résultats hétérogènes, surtout au début. Certaines équipes ont eu du mal à se positionner et l'ont exprimé. Le fait que les initiatives avaient été jugées pour certaines régions manquant un peu d'ambition par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, il a fallu pour cela retravailler sur les objectifs d'équipe qui n'avaient pas forcément été définis avec la clarté suffisante. Au milieu de tout ça, des problématiques de vocabulaire qui n'étaient pas toujours évidents pour les équipes. C'était un peu le moyen d'exprimer des frustrations en se plaignant du fait que des termes comme itératif et incrémental, ça ne voulait pas dire grand-chose. Donc, nous avons pris le temps de réexpliquer, de traduire en langage compréhensible par tous le vocabulaire qui avait pu être considéré comme peu évident. Et puis, et ça c'était un point important, des managers qui ont été un peu perturbés. François vous l'a dit tout à l'heure, pendant le séminaire, ils étaient un petit peu mis de côté, même s'ils avaient été impliqués dans la préparation, ils connaissaient la logique, mais le fait de se retrouver un peu séparés de leurs équipes et de ne pas pouvoir intervenir comme ils ont l'habitude de le faire, ça les a un petit peu perturbés et il a fallu les réimpliquer, les réengager dans ce projet-là après le séminaire pour en faire de vrais acteurs du changement, ce qu'ils sont devenus depuis. Et donc, en effet, à partir de ces éléments-là, on a commencé par reprendre les objectifs régionaux. Donc, la première étape, c'était vraiment les premiers feedbacks qu'on a pu avoir sur les objectifs avec un manque un peu d'ambition et puis le résultat un peu hétérogène. Et donc, la reprise des objectifs régionaux qui, en plus de ça, sont à la responsabilité des managers régionaux, ça a permis de les réembarquer dans la dynamique post-séminaire. Pour ce faire, on a introduit quelque chose qu'on avait réfléchi au départ, mais on s'était dit que c'était quelque chose qui allait apporter trop de changements avant le séminaire du fait des timings un peu courts et de l'organisation. Mais donc, on s'est dit finalement, ça serait peut-être l'opportunité d'introduire ce qu'on appelle les OKR. Les OKR, je ne vais pas faire un cours dessus, mais voilà, les OKR, c'est essayer d'apporter vraiment une méthodologie qui va forcer les managers à réfléchir à l'objectif qu'ils cherchent à atteindre et les résultats clés qu'ils cherchent à mesurer pour garantir qu'ils ont atteint cet objectif en amont, a priori. Donc, c'est vraiment un outil qui sert à faciliter l'alignement et l'homogénéisation des équipes avec la stratégie nationale et ça fait un relais, vraiment une courroie de transmission. Donc, comme je disais, on présente aux équipes des objectifs et des résultats clés qu'on cherche à atteindre. Donc, c'est 2 parties séparées qui parlent d'impact et non de livrable et qui sont accessibles et compréhensibles de tous. Ces OKR, en soi, permettaient un alignement et une courroie de transmission avec la stratégie que les présentations qu'avaient fait les managers ne permettaient pas aussi bien. Et pour garantir l'alignement avec la stratégie et garantir aussi une certaine ambition, on y a adjoint 10 règles d'or qui permettaient de garantir l'alignement avec la stratégie de la business unit, donc des réflexions des règles d'or qu'on a définies avec l'aide du CODIR. Ces OKR agilité, ils permettaient ensuite de repenser un petit peu, de réaligner les initiatives identifiées lors du séminaire, donc des objectifs et des résultats clés qu'on cherche à atteindre qui ont été porté côté manager, mais discuter avec les équipes. Côté équipe, l'idée, c'est en effet d'avoir des initiatives qui vont être quel est le travail qu'on veut essayer de réaliser pour influencer tout ou partie des résultats clés et donc vérifier que les initiatives qui avaient été pensées lors du séminaire, les projets, les mini-projets, étaient bien alignés avec ces OKR et si ce n'était pas le cas, c'était l'occasion de remettre ça sur le travail avant de commencer à dérouler le delivery, en fait, la réalisation même de ces initiatives avec les équipes. Donc ça, c'est la première chose qu'on a présentée aux managers.
Le deuxième élément qu'on a présenté, et c'est encore une fois un feedback des managers qu'on a eu très tôt, c'est quand on leur a présenté les OKR, quand on leur a présenté tous ces éléments-là sur la technique, ils nous ont dit « c'est très joli tout ça, mais j'ai du mal à le visualiser dans mon quotidien ». Et donc, pour ce faire, on a eu une grande discussion avec le co-lead dont on parlait tout à l'heure, qui a été mis en place sur des points bi-hebdomadaires. On a eu une réflexion collégiale en se disant « qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme exemple concret qui leur parlerait, qu'on va dérouler nous de bout en bout pour leur donner un exemple concret de à quoi ça peut ressembler. » Et donc, on a fait une simulation sur un cas réel et métier qui parle à l'ensemble des managers, et voire même des coéquipiers, où on est parti de la définition de l'OKR agilité par rapport à cet exemple-là, puis on a passé une partie des éléments du séminaire, donc de l'idéation d'initiative, priorisation, découpage, planification, et enfin, on leur a déroulé dans cette simulation aussi la réalisation d'une équipe virtuelle lors du mois M, la présentation des résultats à la fin du mois et qu'est-ce qu'on en décide collectivement sur l'adaptation des objectifs pour le mois suivant. Donc vraiment un ensemble de slides qui leur présente le déroulé de tous ces éléments-là sur un cas réel, concret, une véritable simulation qu'on leur a présentée dans plusieurs séances dans lesquelles on a pu discuter entre nous. Et à partir de là, le dernier feedback qu'on a eu de leur part, c'était voilà, on a bien compris ce qu'on veut faire, on sait bien où est-ce qu'on veut aller, on a bien compris le truc, mais je rencontre des difficultés avec mes équipes spécifiques, je rencontre des spécificités que je ne sais pas gérer par moi-même. Et donc, que peut-on faire? Et donc là, l'idée, c'est réaliser des sessions de coaching collectif. Donc, tout d'abord, sur l'écriture des OKR agilité, sur lesquelles on a fait une petite session spécifique pour les aider à affiner les OKR et à vraiment les comprendre sur les questions qui se posaient. Des deuxièmes sessions qui sont plutôt sur la partie la gestion des rituels de fin de mois, parce qu'il y a une posture à avoir en tant que manager agile qui n'est pas obligatoirement une évidence pour tous les managers de l'époque, et donc cette question de comment est-ce qu'on gère ces rituels de fin de mois sans être un peu trop directif, en donnant l'opportunité aux équipes, et comment les réorienter sans leur donner l'impression qu'on met à la poubelle ce qu'ils ont commencé à faire. Donc vraiment, comment est-ce qu'on prend ces décisions collectivement? Et enfin, sur la posture de manager agile, comment est-ce que je gère des difficultés avec des membres, plusieurs membres d'équipe, comment j'intègre des éléments dedans. Donc vraiment, posture de manager agile, partage d'éléments, d'expériences, etc. avec les moving motivators, avec des rétrospectives, des matrices, des réflexions qu'on a pu avoir et des outils qui se sont passés derrière. Le tout dans une logique, en fait, un petit peu de co-développement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce n'était jamais des sessions de coaching individuelles, c'est toujours des sessions de coaching collectif avec plusieurs managers. Et on essayait de mettre en place une dynamique dans laquelle les managers parlaient entre eux. Et moi, j'étais plutôt là dans cette logique d'apporter mon point de vue d'expertise à la fin de la discussion pour leur apporter des éléments complémentaires, mais vraiment leur faire comprendre que déjà, entre eux, ils trouvaient des solutions tout seuls. Et à partir de là, on a eu des premiers retours. Oui, alors on est 4 mois, grosso modo, après le séminaire, et on a déjà enregistré un certain nombre de résultats positifs, en particulier des projets agiles qui sont issus du terrain et qui sont très innovants. Alors, j'ai vu passer dans le chat une question sur le type de projets qui ont pu être développés sous cette forme. Ce sont des projets essentiellement de relations avec les professionnels de santé, par exemple développement de réunions professionnelles sous forme digitale, et il y a même des projets qui ont été totalement innovants dans le contenu aussi que nous pouvons délivrer aux médecins, en faisant intervenir par exemple des conférenciers très originaux, apportant des réponses à des problématiques identifiées chez les professionnels de santé d'un secteur ou d'une région. Le fait aussi que les managers, après un peu les tâtonnements du départ, aient réussi à trouver leur place, et j'ai vu passer aussi une question sur les impacts organisationnels, il n'y en a pas. Le manager a simplement été amené à revoir sa posture par rapport à l'animation de ses équipes dans le cadre agile, mais il a totalement sa place, c'est essentiel qu'il soit là en tant que coach, facilitateur de cette méthode. Donc, il n'y a aucun impact organisationnel sur le rôle, la place des managers terrain liés au déploiement de cette méthode, bien au contraire. Ce qu'on ferait différemment si on devait refaire l'histoire, c'est peut-être donner justement aux managers
terrain plus de visibilité sur leur rôle dès le départ. On a peut-être manqué un petit peu de communication au début de la procédure et ça a provoqué cette phase un peu de doute dans leur esprit pendant le séminaire. Et puis, retravailler peut-être plus sous forme d'OKR, Objective Key Result, dès le départ. On avait manqué peut-être de clarté dans la définition des objectifs régionaux. On parlait de must-wins, on a eu des terminologies pas très claires pour décliner l'objectif national qui, lui, était très clair. C'est un objectif business, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez imaginer ce que peut être un objectif pour une entité comme la nôtre. La déclinaison de cet objectif national en objectif pour les régions et ensuite pour les secteurs a manqué un peu de clarté au début et l'apport méthodologique des OKR a été très utile pour rendre les enjeux concrets et uniformiser les résultats attendus. Voilà. Et à partir de si maintenant, pour essayer de conclure un peu et rentrer dans les questions-réponses, si je devais vous donner quelques takeaways à en prendre avec vous, c'est assez simple, hein, c'est bien avoir un colis qui est fort et ritualisé. Une transformation agile ne peut se faire qu'avec une implication de la tête pensante et la capacité de prendre des décisions. Donc, ça veut dire en effet avoir un colis fort et ritualisé pour garantir l'alignement régulier et le réalignement des énergies et des priorités. Le deuxième feedback, ça serait en effet écouter l'organisation et adapter le changement. Le changement, c'est quelque chose qui doit s'adapter en permanence en fonction de la façon dont l'organisation réagit à ce changement et donc vraiment l'écouter. Les agilitateurs ont été extrêmement utiles, les managers, les agilitateurs ont été extrêmement utiles. C'était un peu des senseurs qui nous ont permis d'avoir des senseurs au sens, voilà, ils nous ont remonté des informations, ça se passe bien, ça se passe mal, là il y a une friction, etc., etc. Et ça nous a permis vraiment d'avoir des informations qui remontaient du terrain et donc vraiment des feedbacks de qualité. Un autre élément, c'est les managers comme agents du changement. Ce sont vraiment les éléments clés du changement et on ne peut pas faire de transformation sans avoir embarqué les managers et sans les avoir convaincus que ce changement était pour le meilleur de l'organisation, sachant que c'est eux qui vont devoir avoir la plus grande part de changement de posture. Ils passent d'une posture de contrôle, où vous avez l'habitude de vérifier, de mesurer tous les éléments de ce que faisaient leurs équipes pour pouvoir le remonter et en faire des feedbacks, à une posture plutôt de facilitateur, facilitateur du changement et d'amplificateur des tendances. Et enfin, les OKR comme levier du changement, c'est vraiment un élément essentiel, c'est une courroie de transmission, une poulie qui permet de faire le lien entre le national, le régional, les équipes, et aussi bien dans un sens que dans un autre, vu qu'on discute, la partie objectif est définie du côté managérial, mais la partie key results doit être discutée avec les équipes, et donc c'est dans cette discussion-là qu'on se rend compte que des éléments ne sont pas clairs ou que l'objectif est trop ambitieux et que les équipes sont perdues par rapport à ça. Donc, par exemple, c'est vraiment des éléments essentiels pour avoir une courroie de transmission efficace. Et enfin, deux petites phrases que j'aime bien de Philippe Gabillet, qui nous a fait l'honneur en fait, d'intervenir dans le cadre de cette transformation. Deux petites phrases que j'aime bien, c'est oser des solutions qui marchent, même partielles et temporaires. C'est vraiment des éléments essentiels par rapport à l'agilité et ça simplifie, ça aide en tout cas à la mise en place de l'agilité. Et enfin, un élément essentiel, c'est que le droit de se tromper, le droit à l'erreur est essentiel, mais ça veut dire en contrepartie, il a une conséquence au niveau des équipes, c'est qu'on a le devoir d'essayer. On ne peut plus se mettre derrière l'arbre en disant « ouais, je ne sais pas comment faire ». Non, non, si j'ai le droit de me tromper, j'ai le devoir d'essayer derrière. Et c'est tout pour notre petite présentation de Thierry et moi-même, et nous sommes ouverts à vos questions. Alors François, j'ai vu dans les questions, il y a deux questions qui concernent les agitateurs, comment ils ont été choisis et comment ils ont été formés. Donc choisis, on avait défini comme critère, alors, avec l'aide des managers terrain, chacun dans leurs équipes, on avait demandé à ce que ce soit des gens plutôt à l'aise avec le digital, en particulier maîtrisant déjà bien les outils de communication comme Teams, qui sont en place dans notre organisation depuis un peu plus d'un an maintenant, et aussi des gens qui aient un profil permettant à la fois d'être membres des équipes agiles, mais également au service du collectif, des gens qui aient cet esprit de rendre service. Voilà, c'était les deux critères.
et les noms sont venus spontanément. Et bien entendu, on a demandé confirmation aux intéressés du caractère volontaire de leur part. Très, très peu ont refusé, je crois un ou deux, pour des raisons vraiment très, très différentes de la thématique générale. Et d'une manière très spontanée, ils ont accepté cette mission, ils l'ont remplie et ils continuent à la remplir aujourd'hui. Au niveau de la formation, ils ont eu droit, avant le séminaire, à une formation technique pure sur l'utilisation de Teams pour les besoins du séminaire, c'est-à-dire comment ils allaient utiliser un certain nombre de fonctionnalités de Teams dans le cadre de leur rôle pendant les 2 journées. Et puis, ils ont eu également une prémédication, si je puis m'exprimer ainsi, sur ce qui allait se passer pendant le séminaire pour avoir une vision en avance de l'ensemble du déroulement des 2 journées. En effet, on a eu une formation par rapport à l'agilité. Ils ont eu droit en avance de phase à des messages par rapport à ce qu'est l'agilité, qu'est-ce que ça impacte. Donc vraiment des messages un peu plus importants que ce qui a été présenté et diffusé lors du séminaire auprès des équipes, pour qu'ils soient plus sensibilisés à ces éléments-là. Et pour chacun des ateliers du séminaire, on leur a présenté le déroulé. Ils avaient pour chaque élément du séminaire, chaque atelier, ils avaient une fiche qui leur déroulait comment se déroule l'atelier, les éléments à bien vérifier, les points d'attention et les outils qu'ils peuvent utiliser pour y arriver, sachant qu'à chaque fois, on a vraiment insisté sur un élément clé, c'est qu'ils ont eu une présentation technique de la part de Thierry sur les outils, mais on leur a dit très rapidement, attention, si vous avez des difficultés avec les outils, quels sont les plans B, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir avec une solution dégradée pour éviter de perdre les membres de l'équipe dans le cadre de l'usage des outils. Donc, vraiment, c'est une façon de penser pour essayer d'éviter d'être perdu en fait, par rapport aux outils. Je vois une autre question là, qui est plus peut-être adressée, Thierry, sur les personnes engagées sont-elles plus heureuses dans leur fonction aujourd'hui? Ça, c'est une question compliquée. Est-ce qu'on peut mesurer le bonheur? Ce qui est certain, c'est que la situation sanitaire et les impacts sur l'activité des visiteurs médicaux n'ont pas généré du bonheur, hein, pour la grande majorité de nos collaborateurs. Ne pas pouvoir voir leur médecin, c'est un crève-cœur permanent. Donc, ce qui va rendre les gens de nos équipes plus heureuses, c'est de pouvoir revoir des médecins. S'ils commencent à faire depuis 15 jours, 3 semaines, bien sûr dans le respect des règles sanitaires, mais les portes s'ouvrent à nouveau dans les centres hospitaliers et chez les médecins, donc ça devient un petit peu plus facile pour eux. Et ce qu'on espère, c'est que le travail de préparation de projets fait en mode agile va permettre de donner satisfaction aux médecins et de rendre ce retour au contact avec les médecins beaucoup plus productif au bénéfice de l'ensemble des acteurs. Donc voilà, on n'est encore pas en mesure de quantifier le bonheur, mais on est bien préparé pour un retour à la vie active et à la vie normale avec nos professionnels de santé. Pour autant, ce que je peux ajouter peut-être par rapport au déroulement du séminaire et aux équipiers que j'ai pu rencontrer aussi, l'énergie, il y a eu une très très bonne énergie, on parlait d'une bonne impulsion, il y a eu une très très bonne énergie de la part des équipiers lors du séminaire, qui montre en tout cas l'implication par rapport à ce genre de réflexion sur l'autonomisation, sur la prise d'information de la part des managers et des équipiers. Et la plupart étaient très, très heureux de pouvoir réfléchir à des initiatives, à des projets qui pouvaient remonter de leur expérience, de leur expertise. Et aussi un élément important qui est en effet potentiellement par moment un rééquilibrage dans la relation manager-manager qui a pu être simplifié par l'application de ces méthodologies-là. Donc vraiment, personnellement, je dirais que j'ai ressenti en tout cas une satisfaction de la part qui d'ailleurs a été remontée dans les sondages, hein, une satisfaction de la part des managers et des équipiers par rapport à ce qu'on avait essayé de faire. Maintenant, la question du bonheur est une question beaucoup plus large que juste une satisfaction par rapport à des méthodologies et des façons de penser. On a une autre question là, qui m'est plus adressée peut-être sur les agitateurs sont-elles en quelque sorte jouer un rôle de Scrum Master dans les équipes? Pas exactement, ça a plutôt été des relais vraiment pour arriver à gérer la complexité. On ne vous a pas donné de chiffres parce que c'est des éléments qu'on ne veut pas trop divulguer, vous pouvez le comprendre je pense, mais on était vraiment sur un nombre de personnes très important. On pouvait pas, vu qu'on était en remote, on avait vraiment besoin d'avoir des relais dans les équipes et le résultat, c'est vraiment les agilitateurs étaient vraiment là en termes de relais
sur les difficultés rencontrées et jouer un peu un rôle de mini-coach, mais vraiment mini-coach parce qu'ils n'ont pas été formés plus que ça que les autres, mais vraiment mini-coach. Il y avait un peu plus de visibilité sur les objectifs des ateliers et comment les ateliers s'imbriquaient les uns dans les autres. Et surtout, ça a été surtout par rapport aux éléments techniques, comme je vous disais, on est sur des éléments, on est sur des équipiers qui sont surtout pas digital natives, donc il fallait absolument au moins une personne dans les équipes qui soit à même de faire un peu le SAV technique en cas de difficulté avec la connexion sur Teams, avec la connexion sur les outils, etc., etc. Donc, c'était pas vraiment des rôles de Scrum Master, mais c'est plus des rôles de relais, de remontée d'informations, donc vraiment des personnes qui sont là pour nous avoir des oreilles qui traînent dans l'équipe et dire là ça se passe bien, là ça se passe mal. Pour autant, ils ne sont pas en charge du tout des rituels, pas en charge, donc vraiment la différence d'un Scrum Master. Donc la comparaison avec un Scrum Master, elle est discutable, mais je la pousserai pas trop. On a une question sur quid du dispositif post-retour à une vie normale. Donc, c'est ce que tu avais commencé à évoquer, Thierry, je pense. Oui, on peut compléter peut-être en disant que le retour à la vie entre guillemets normale, elle n'est pas complètement normale encore aujourd'hui, mais le retour à une vie dans laquelle les visiteurs retournent sur le terrain, retournent au contact de leurs clients, fait que, et c'est une question qu'on s'est posée très récemment, il peut y avoir peut-être une tentation naturelle d'espacer les rituels de la méthode agile, puisqu'on aura moins de temps au bureau, à domicile, et on sera plus sur le terrain. Je pense que ce n'est pas notre volonté. En tout cas, notre volonté, c'est de garder ces rituels très actifs, de les rendre peut-être plus efficients, plus courts, mais avec la même fréquence, parce qu'il est important de garder cette dynamique et de focaliser maintenant l'action autour de ces rituels agiles sur la délivrance de résultats. Et c'est pour cela qu'on va demander, on commence à demander à nos équipes terrain de sélectionner vraiment les initiatives sur lesquelles ils pensent avoir de bonnes chances d'arriver à un résultat d'ici à la fin de l'année. Donc oui, peut-être une refonte un peu des rituels, mais dans le sens d'une meilleure efficacité, absolument pas les éliminer ou les espacer. C'est d'autant plus important maintenant qu'il faut vraiment passer à des résultats concrets. Alors, est-ce qu'on a un bilan pour des initiatives futures dans le top management? Je pense que l'exemple de l'équipe cardio intéresse l'ensemble des équipes. Je pense que cette réflexion, elle est au sein de l'ensemble de l'organisation de Bayer Pharma. Et bien entendu, oui, un bilan sera tiré à la fin de la première étape, donc on y arrive presque. On avait donné un premier objectif court terme jusqu'à fin juin, donc il y aura un bilan partagé avec l'ensemble des BU d'ici à l'été, et puis les résultats que nous espérons positifs au début d'ici à la fin de cette année. Sur la partie comment vous gérez un backlog trop important en nombre ou en niveau de granularité très variable. Alors, le backlog, on n'a pas été confronté à ça parce qu'on l'a cadré dès le départ. Si lors du séminaire, en fait, les initiatives qui ont pu être identifiées, très rapidement, on leur a mis dans les mains, donc dans les ateliers, il y avait des ateliers, justement, un atelier de priorisation pour décider une ou plusieurs initiatives sur lesquelles se focaliser. On a beaucoup insisté lors du deuxième jour sur le fait de se focaliser en priorité sur l'initiative qui leur semblait la plus valuable pour l'entreprise comme pour les clients. Et donc, la priorisation se faisait sur plusieurs échelles, plusieurs axes de mesure, et qui leur a permis d'identifier en général une initiative prioritaire et quelques initiatives qui mettaient plutôt derrière au cas où ils aient de l'énergie, encore un peu de la bande passante pour travailler dessus. L'autre élément sur lequel on a insisté, c'est le devoir d'avoir des résultats tangibles, mesurables, concrets à la fin de chaque mois. Donc vraiment sur une logique de ritualisation mensuelle, à la fin du mois, ils devaient arriver avec des éléments tangibles capables de prendre qui leur permettaient de prendre des décisions avec leur manager sur est-ce que je continue cette initiative, est-ce que je l'arrête ou est-ce que je l'adapte au retour que je peux avoir à faire. Donc, je la fais pivoter un peu pour avoir un meilleur impact. Donc, vraiment, le fait de demander à avoir des résultats tangibles
très concret, rapidement, parce qu'un mois, ça peut être très rapide dans ces métiers-là, hein, c'est un timing qui est assez serré malgré tout pour ces métiers-là, ça les force aussi à se focaliser sur des résultats et des actions concrètes. Et donc, ça les empêche de facto de réfléchir à des backlogs trop importants. La réflexion, en effet, sur cette planification mensuelle. C'est-à-dire qu'on reste sur un objectif pour chaque mois dans la partie planification. L'idée, c'était chaque mois, on définit l'objectif de ce que l'on cherche à atteindre pour la fin du mois, donc vraiment un peu comme étant un objectif de sprint, hein, c'est quel est l'objectif que l'on cherche à atteindre, sans rentrer dans le détail des actions à réaliser, et on identifie les actions à réaliser uniquement sur le mois qui va commencer. Donc, c'est vraiment dans cette logique où on essaye au maximum d'éviter d'emmagasiner des actions à faire et donc des actions qui vont s'empiler dans un backlog avec des niveaux de granularité qui, vu qu'elles sont un peu éloignées, des granularités assez variables. Là, on est sur des actions très concrètes sur le mois à venir et sur des actions du quotidien que les visiteurs médicaux maîtrisent complètement. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à gérer un backlog qui aurait pu être trop important avec un nombre de granularités très variable. Et puis après, évidemment, la réflexion et les discussions avec les managers qui ont permis aux managers on a aidé les managers à prendre des décisions, à dire ça on arrête, ça on met en pause, ça on met au frigo, ce n'est pas prioritaire, parce que c'est vraiment dans cette réflexion avec les managers que l'équipe devait décider par elle-même, ça on peut faire, ça ne sert à rien de se focaliser dessus, c'est une perte d'énergie par rapport à notre capacité d'impact. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Tout le monde. Au revoir.